Fidèle 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité. À la une ce soir, 688e jour consécutif de génocide à Gaza, entre bombardements sionistes et famine. Le bilan s'est alourdi ce dimanche à 62 686 martyrs. Le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf se trouve à Jeddah en Arabie Saoudite pour prendre part à une réunion d'urgence de l'Organisation de la coopération islamique consacrée à l'examen des développements graves à Gaza. Et puis Sahara occidental, le secrétaire général de l'ONU se dit préoccupé face à la détérioration de la situation dans les territoires sahraouis occupés en raison des violations persistantes des droits humains commises par l'occupant marocain. Unir les rangs de la communauté rifaine en Europe et élargir le cercle de soutien international. Dans une réunion à Gérone, le Parti national rifin appelle Madrid à corriger son erreur historique concernant la question du RIF. Conflit au Soudan, 13 personnes dont 5 enfants assassinés par les forces de soutien rapide Al-Fashar. Sur fond de drame quotidien, certains déplacés de guerre tentent tout de même de reconstruire leur vie dans la capitale Khartoum. Bonsoir à toutes et à tous, on ouvre ce journal comme à l'accoutumée avec les terribles chiffres qui nous parviennent de Gaza alors que les bombardements sont incessants et que la famine arrache de plus en plus de vies. Le bilan de cette agression génocidaire s'est alourdi ce dimanche à 62 686 martyrs et 157 951 blessés. Selon les autorités palestiniennes de la santé, les corps de 61 civils, dont de nombreux enfants en bas âge, sont arrivés dans les hôpitaux de la bande ces dernières 24 heures. Le deuil est depuis près de 2 ans le lot quotidien des Palestiniens de l'enclave. Aucune exception n'a été faite pour ce dimanche. Des dizaines de Palestiniens ont pleuré leurs proches tombés en martyrs dans les attaques sionistes sur le gouvernorat de Gaza. Parmi eux se trouve Hamada Abd Rabbou, un garçon de 9 ans, assassiné dans une frappe aérienne sur un bâtiment du quartier de Sabra, selon le ministère palestinien de la Santé. Des témoins ont rapporté avoir entendu des explosions non-stop pendant la nuit dans les régions de Zaytoun et de Shoujaïa, tandis que des chars bombardaient des maisons et des routes dans le quartier voisin de Sabra et que plusieurs bâtiments explosaient dans la ville de Jabalia, au nord de l'enclave palestinienne. Il allait acheter de la nourriture devant la porte de la maison. C'était une cible directe. Sa tête a été arrachée. J'ai été déplacé de Hizbet Abd Rabbou et je suis arrivé dans la région de Talatin. Les maisons ont disparu, tout a disparu et mon fils est parti. J'espère que si Dieu le veut, ce sera la dernière chose triste et que cette épreuve prendra fin. Le ministère palestinien de la Santé a par ailleurs révélé ce dimanche qu'au moins 19 Palestiniens sont tombés en martyrs et 123 autres ont été blessés parmi ceux qui attendaient l'aide humanitaire en l'espace de 24 heures seulement, ce qui porte à 2095 le nombre total de martyrs parmi ceux qui souffrent de famine et ceux qui sont arrivés à l'hôpital et à plus de 15 431 le nombre de blessés depuis le début des activités de la prétendue Fondation américaine pour l'aide à Gaza. La famine, une dure réalité qui frappe donc les Gazaouis. Le système intégré de classification de la sécurité alimentaire avertit sur la propagation rapide de cette tragédie sur tout le territoire occupé. Les médecins de Gaza, eux, déplorent une situation inédite alors que les affres de la famine creusent les corps des Palestiniens. Amalam Senzitouni. Avec des joues creuses, une peau fine tendue comme du film plastique sur sa cage thoracique, le patient Karam Akoumé est allongé à l'hôpital Shifa de la ville de Gaza depuis une semaine. Ses intestins ont été gravement endommagés lorsqu'il a été battu par les forces sionistes alors qu'il était parti chercher de la farine.
Akoumé est l'une des 20 personnes hospitalisées à Chifa pour des blessures abdominales et souffrant de famine croissante. Nous avons besoin de nutrition parentale totale, des nutriments administrés par voie intraveineuse. Pour Karam, blessé, j'ai cherché des compléments alimentaires dans tous les hôpitaux de Raza, mais je n'en ai pas trouvé. Mon fils pesait 62 kilos et aujourd'hui, il ne pèse plus que 35 kilos. Ayas Bété a 15 ans. Elle a été blessée elle aussi lors d'une frappe aérienne. Elle n'arrive pas à se rétablir rapidement. Elle est toujours faible, vu le manque de nourriture qui, selon sa famille, a réduit son poids de plus d'un tiers. Ma fille pesait 47 kilos, mais à cause de la malnutrition, des pénuries alimentaires et des prix élevés en ville, son poids est tombé à environ 28 ou 29 kilos. La malnutrition a été la principale cause de l'échec de nombreuses opérations, de la détérioration de leur santé et de leur incapacité à se rétablir. En dehors de l'hôpital, la pénurie de nutriments est tout aussi grave selon les médecins et les civils. L'utilisation de la famine par l'occupant sioniste comme arme de guerre fait de plus en plus de victimes parmi une population meurtrie. Il n'y a aucune source de protéines, seulement des protéines végétales issues des légumineuses. La viande et le poulet sont absents, tout comme les produits laitiers et les fruits. Dans la ville de Raza, des Palestiniens déplacés d'un endroit à un autre recherchent désespérément de la nourriture. Les enfants et les femmes sont les principales victimes d'un génocide qui a fait jusque-là plus de 62 000 martyrs. Je vous le disais tout à l'heure en titre, sur instruction du président de la République, le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé en fin d'après-midi à Jeddah, en Arabie Saoudite, afin de participer aux travaux de la session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique qui se tiendra demain. Cette réunion d'urgence, convoquée par la Turquie en sa qualité de présidente tournante du Conseil ministériel de l'organisation, sera consacrée à l'examen des développements graves que connaissent la question palestinienne en particulier et la région du Moyen-Orient en général dans le contexte de la poursuite de l'agression génocidaire à Raza et la reprise des plans sionistes visant à réoccuper militairement le secteur et en expulser les habitants, ainsi que la révélation du projet expansionniste israélien qui menace l'ensemble de la région. Les Marocains continuent de hausser la voix contre la normalisation. Casablanca a été le théâtre samedi de manifestations massives contre la normalisation et en soutien au peuple palestinien victime de génocide. Les manifestations organisées par la Commission marocaine de soutien aux causes de la nation et le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation ont rassemblé de nombreux citoyens, des défenseurs des droits de l'homme et des militants politiques et syndicalistes qui ont exprimé leur colère face à l'implication officielle du Merzen dans des alliances honteuses avec l'entité sioniste, alors que Raza est victime de massacres horribles et d'une famine meurtrière. Aujourd'hui, les habitants de Casablanca renouvellent leur mobilisation lors d'une marche populaire massive dans le quartier Mohammadi. Cette marche organisée en réponse à l'appel du Front marocain de soutien à la Palestine et de lutte contre la normalisation porte plusieurs messages forts. Le premier est que le peuple marocain reste solidaire et continue de soutenir la Palestine, en particulier Raza, résistante et fière. Le peuple marocain affirme d'une seule voix non aux assassins, non aux déplacements forcés, non à la famine organisée, non aux pièges mortels. Il dit aussi non aux ambitions et aux rêves de Netanyahou que nous avons répétés à maintes reprises. Son but n'est pas la Palestine, mais l'aboutissement du projet du Grand Israël. Un grand nombre de Kenyans ont également participé ce dimanche à une manifestation en solidarité avec les Palestiniens dans la bande de Raza, ravagée par 2 ans de génocide. Des motards et d'autres automobilistes ont parcouru la capitale Nairobi, agitant des drapeaux palestiniens, tandis que certains scandaient « Libérez, libérez la Palestine ».
Le génocide en Palestine doit cesser. Des enfants meurent, des femmes souffrent. Ils bombardent des hôpitaux et des quartiers résidentiels. Et Israël veut fondamentalement anéantir les Palestiniens. Et nous, citoyens actifs, sommes ici pour interpeller les Israéliens et tous leurs partisans et exiger la liberté du peuple palestinien. Les Sénégalais ont eux aussi emboîté le pas. À Dakar, ils étaient nombreux ce dimanche à marcher main dans la main, appelant à la fin du génocide, exigeant que leur gouvernement rompe ses relations diplomatiques avec l'entité sioniste. Plusieurs législateurs et militants de la société civile ont participé à cette manifestation, espérant que ces violations cessent. Et donc aujourd'hui, il est temps que évidemment, cette situation cesse et que les Nations Unies, qui ont une longue expérience de travail avec les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, mais aussi l'UNICEF, toutes ces ONG, les ONG puissent accéder et évidemment donner les services au peuple palestinien. Donc il faut non seulement arrêter le génocide, mais il faut faire en sorte qu'aujourd'hui, qu'un cessez-le-feu puisse être imposé en Palestine pour qu'évidemment des négociations puissent avoir lieu, puissent continuer et puissent aboutir à ce que tout le monde veut, c'est-à-dire la solution à deux États, qui est évidemment la résultante de la résolution des Nations Unies de 1947. Le fait que, aux yeux de la communauté internationale, Israël fasse ce qu'il est en train de faire, piller des terres, carrément mener des génocides, quelle légitimité après on aura lorsque d'autres, par exemple des terroristes ou bien d'autres pays, se permettront de faire la même chose? Pour moi, c'est vraiment essentiel. On ne peut pas appeler quelque chose d'un côté et le refuser de l'autre. Les États-Unis ne peuvent pas, par exemple, soutenir la guerre contre le terrorisme et l'accepter pour Israël. Pour moi, c'est vraiment une question de sécurité, mais ça commence par la justice. Vous l'aurez compris, les mouvements de soutien à Gaza et à la cause palestinienne s'amplifient à travers le monde. Des milliers d'Australiens ont également battu le pavé ce dimanche dans un contexte de relations tendues entre l'entité sioniste et l'Australie suite à la décision du gouvernement de centre-gauche de reconnaître l'État palestinien et en raison des crimes commis. On parle d'environ 350 000 personnes ayant participé au rassemblement dans tout le pays, dont environ 50 000 à Brisbane. Nous nous attendions à un rassemblement important et massif, mais aujourd'hui, il a dépassé nos attentes, ce qui est important. Ce message fort et clair, le peuple australien n'acceptera pas ce génocide et la famine à Gaza. Et nous souhaitons que le gouvernement australien prenne des mesures concrètes pour rejoindre d'autres pays afin de mettre fin à ce génocide. To join other countries to end this genocide. We face so many. Nous avons subi tant de pression, d'intimidation et de silence de la part de l'establishment dans ce pays et que chacun a retrouvé confiance. Nous savons que nous avons raison et que la majorité de la population de ce pays est avec nous lorsque nous disons que ce génocide doit cesser et que nous appelons le gouvernement albanais à cesser ses blasphèmes, ses paroles creuses et ses gestes creux. La reconnaissance de l'État est une diversion. Nous demandons des sanctions et la fin du commerce des armes à double sens. Les Australiens sont horrifiés que nous vendions des composants d'armes au gouvernement israélien. Il faut que cela cesse et je suis ravie du nombre impressionnant de personnes qui se mobilisent dans tout le pays. La voix des Australiens est très claire. Nous voulons la paix, nous voulons des sanctions contre le gouvernement israélien, nous voulons que l'aide soit acheminée et nous voulons que ces composants d'armes et ce commerce d'armes bilatéral avec Israël cessent. L'entité sioniste qui poursuit en parallèle ses agressions contre les pays voisins. Des attaques sionistes ont touché ce dimanche la capitale yéménite Sanaa, selon la chaîne de télévision Al-Masira. Des témoins ont déclaré que les frappes avaient visé des zones proches du complexe présidentiel, des bases de missiles et des centrales pétrolières et électriques.
Dossier nucléaire, le guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei, a déclaré que la situation actuelle avec les États-Unis était, je cite, insoluble et que Téhéran ne céderait jamais à la pression pour obéir à Washington. Je vous propose de l'écouter. La question des négociations avec l'Amérique est insoluble. Le président des États-Unis souhaite que l'Iran obéisse aux ordres américains. La nation iranienne est profondément offensée par une telle insulte et résistera de toutes ses forces à ceux qui nourrissent de telles espérances erronées. Les analystes qui demandent pourquoi ne négociez-vous pas directement avec l'Amérique et pourquoi ne résolvez-vous pas vos problèmes, à mon avis, sont superficiels. Là n'est pas l'essentiel. Sahara occidental, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa profonde préoccupation face à la détérioration continue de la situation dans les territoires sahraouis occupés en raison des violations persistantes des droits humains commises par l'occupant marocain. Dans un rapport sur la question du Sahara occidental, le chef de l'ONU a indiqué que les observateurs internationaux, notamment les parlementaires, les chercheurs, les journalistes et les avocats, continuent de se heurter à des restrictions d'accès au territoire sahraoui occupé, soulignant que l'occupant marocain refuse l'entrée de la mission du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme depuis 2015. Je reste profondément préoccupé par l'évolution de la situation au Sahara occidental. La détérioration continue de la situation est alarmante et intolérable. Et il est impératif d'y remédier rapidement afin d'éviter toute escalade. L'absence d'un suivi indépendant, impartial, complet et continu des droits de l'homme dans les territoires sahraouis reste un obstacle majeur à une évaluation globale de la situation. Selon certaines informations, les observateurs internationaux, notamment les parlementaires, les chercheurs, les journalistes et les avocats continuent de se heurter à des restrictions d'accès. Des dizaines d'entre eux ont été refoulés ou expulsés. Dans le même rapport, Antonio Guterres a souligné que les détenus sahraouis du groupe Gdeymizik souffraient de conditions de détention dégradées, notamment d'isolement, de restrictions dans les communications avec leurs familles et d'un accès limité aux services médicaux. Les détenus sahraouis du groupe Gdeymizik souffrent de conditions de détention qui se détériorent, notamment l'isolement, les restrictions des communications avec leurs familles et l'accès limité aux services médicaux. D'autres détenus sahraouis sont également victimes de violations similaires, notamment de traitements discriminatoires. Au moins un décès en détention a été signalé et des rapports font état d'une restriction croissante de l'espace civique et de restrictions imposées aux droits des Sahraouis à la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. En Espagne, les Rifins ont participé à une réunion organisée par le Parti national Rifin dans la ville de Gérone, dans le cadre des initiatives du parti visant à unir les rangs de la communauté rifaine en Europe et à élargir le cercle de soutien international. Les participants à la réunion ont demandé à Madrid de corriger ce qu'ils ont qualifié d'erreur historique concernant la question du RIF, afin qu'elle puisse faire partie de la solution dans la bataille juridique, humanitaire et morale pour le rétablissement de l'indépendance de la République du Rif. La réunion a été l'occasion d'appeler à se rallier à la cause du Parti national Rifin pour rétablir l'indépendance de la République sahraoui et d'inscrire le dossier à l'ordre du jour de la 4e commission de l'ONU en tant que question de décolonisation. Nous sommes aujourd'hui à Gérone, en Espagne, dans le cadre des rencontres du Parti national Rifin avec les populations immigrées du Rif. Ce choix de l'Espagne revêt une dimension historique puisque c'est l'Espagne qui a livré le Rif à l'occupation marocaine en 1956. Le moment est venu pour l'Espagne d'ouvrir une nouvelle page directement avec les Rifins, car l'indépendance du Rif est non seulement un droit légitime, mais c'est aussi dans l'intérêt de l'Espagne et de l'Europe. Cela mettra fin aux exactions du régime du Makhzen. Le 20 septembre, il y a la marche pour célébrer la fête nationale de la libération du Rif, la 104e année, pour démontrer au monde que le Rif est toujours là et les Rifins sont toujours là. Alors je pense que c'est une très bonne initiative parce qu'ici à Gérone, le peuple espagnol, le peuple catalan ne connaît pas beaucoup sur les mouvements du Rif, sur la situation là-bas. Et je pense que c'est bon pour tout le monde pour les connaître.
Guerre au Soudan, le réseau des médecins soudanais a annoncé ce dimanche que 13 personnes avaient été assassinées par les forces de soutien rapide près d'El Fasher dans l'état du Darfour Nord. Le comité médical indépendant a indiqué que 5 enfants et 4 femmes se trouvaient parmi les victimes. Et dans la capitale soudanaise Khartoum, les déplacés commencent à revenir, portés par l'espoir de retrouver une vie normale. Face aux maisons détruites, à l'absence de services de base et à une aide humanitaire insuffisante, la reconstruction s'annonce longue et douloureuse. Maria Chouilleur. Après des mois d'exil forcé, des familles soudanaises prennent le chemin du retour vers Khartoum. Malgré les ruines, malgré les stigmates de la guerre, l'envie de reconstruire domine la peur. La capitale n'a plus le visage d'autrefois. Quartiers détruits, maisons vides, infrastructures à l'arrêt. Mais pour ceux qui reviennent, l'essentiel est de retrouver une terre, un foyer, réapprendre à vivre sans même un souvenir. Nous avons perdu des biens précieux que nous possédions depuis longtemps. Nous avons perdu beaucoup de choses, des objets que nous avions cachés sous le plancher de la maison et que nous avons découvert volés. Ils ne nous ont rien laissé à part ce que nous portons, que nous lavons et remettons. Nous avons perdu beaucoup de nos précieux souvenirs. À peine arrivées, les familles commencent déjà à faire face au manque d'eau, d'électricité et d'hygiène. Certains déplacés reviennent vers des maisons éventrées. Tout ce qu'il leur reste, c'est des structures carbonisées, sans fenêtres, avec de la peinture écaillée. La guerre a complètement détruit l'infrastructure électrique, toutes les installations électriques, à commencer par les immenses sous-stations électriques de Khartoum, qui abritent plus de 7 ou 8 sous-stations électriques complètement endommagées, pillées, ainsi que les transformateurs électriques qui distribuent l'électricité à l'intérieur des quartiers résidentiels. Après une année passée en exil, ce père de famille est revenu vers la capitale avec sa famille. Mais ce qu'il a trouvé à Khartoum, c'est une maison inhabitable, une vie à reconstruire et une dépendance totale à l'aide humanitaire. Nous sommes restés 1 an à Port-Soudan et sommes maintenant retournés chez nous pour constater que notre maison était endommagée et qu'elle n'était pas prête à nous accueillir. Je ne travaille pas, j'ai des enfants et nous dépendons d'associations caritatives. Nous allons à l'association pour le petit déjeuner et le déjeuner, puis nous revenons nous asseoir ici. Nous n'avons rien. Malgré tout, les exilés, de retour, ne perdent pas espoir. Ils retroussent les manches pour faire revenir à la vie cette ville qui refuse de mourir. Les gestes du quotidien renaissent à Khartoum. Des petits commerces reprennent vie. Lentement, les habitants de cette capitale blessée essayent de panser leurs plaies avec la volonté de tourner la page du conflit. Conflit en Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a célébré le jour de l'indépendance du pays ce dimanche avec un discours vidéo louant le courage de son peuple au milieu de la guerre. S'exprimant dans un message filmé sur la place centrale de Maïdan à Kiev, le président ukrainien a déclaré que les partenaires de l'Ukraine reconnaissent son pays comme un allié fort en Europe et au-delà, ajoutant que l'Ukraine garantirait la paix grâce à des garanties de sécurité fortes. Chaque jour, nous renvoyons cette guerre là où elle est née, dans le ciel et sur le sol russe. Et à chaque pas de cette guerre, avec la pression exercée sur la Russie et ses pertes réelles, nous savons que la paix se rapproche pour l'Ukraine. De son côté, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dans une interview publiée ce dimanche qu'un groupe de nations comprenant les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies devrait être les garants de la sécurité de l'Ukraine. Lavrov a également clairement indiqué que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était inacceptable pour la Russie, que la Russie souhaitait protéger les russophones en Ukraine et qu'une discussion territoriale devait avoir lieu avec l'Ukraine. Concernant les garanties de sécurité pour l'Ukraine, les principes proposés par la délégation ukrainienne, je le souligne une fois de plus,
prévoit la création d'un groupe de garants composé des membres permanents du Conseil de sécurité, la Russie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni et la France. L'Allemagne, la Turquie et tout autre pays souhaitant rejoindre ce groupe sont également mentionnés. Ces garants garantiraient la sécurité de l'Ukraine qui doit être neutre, non alignée sur aucun bloc militaire et non doté d'armes nucléaires. Et voilà, madame, monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.